Le diamètre de l'univers observable est d'environ 93 milliards d'années-lumière. Sa masse est estimée à environ 10 exposant 50 tonnes. Selon les calculs des astrophysiciens, l'univers contiendrait environ 10 exposant 80 atomes. 10 puissance 80, un nombre qu'il est difficile ne serait-ce que d'imaginer. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est de comprendre d'où proviennent ces 10 exposant 80 atomes. D'où vient cette masse proprement inimaginable? Et il ne s'agit ici que de la matière ordinaire, ce que l'on appelle la matière baryonique. Celle-ci ne représente que 5% de la masse totale de l'univers. Vous souvenez-vous qu'il fut un temps où il n'y avait ni étoiles, ni galaxies, ni même atomes? Bonjour à tous! Alors, d'où viennent tous ces matériaux? Bienvenue sur Perduchan. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble comment la matière est apparue dans l'univers et si l'on peut réellement dire qu'elle est née à partir de rien. Commençons. Où la masse se cache-t-elle? Pour répondre à cette question, il faut commencer non pas par les atomes, mais par quelque chose de bien plus fondamental, le vide quantique et les fluctuations. Car ce sont ces fluctuations qui ont pu constituer la toute première étape vers la naissance de la matière. À un niveau fondamental, notre réalité est constituée de champs quantiques qui remplissent l'ensemble de l'espace. Et le vide désigne l'état d'énergie minimal de ces champs. Pourtant, même dans ce vide, les champs ne restent jamais immobiles. Ils subissent des fluctuations quantiques, de brèves variations d'énergie, comme si le vide empruntait momentanément de l'énergie pour la restituer aussitôt. Et c'est précisément à cet instant que des particules virtuelles apparaissent puis disparaissent dans le vide. Non, attendez un instant. Il ne s'agit pas encore de matière ni d'atomes. Mais ce n'est déjà plus un rien absolu. Selon une certaine hypothèse, à un moment donné, non, ce n'est pas tout à fait exact de le dire ainsi. Car à cette époque, ni le temps ni l'espace n'existaient encore. Disons plutôt qu'à un certain instant, une fluctuation s'est produite. L'énergie générée était suffisante pour donner naissance à l'univers. Pourtant, le bilan énergétique global est resté intact, l'énergie totale demeurant nulle. En physique, l'énergie gravitationnelle est considérée comme négative, tandis que l'énergie de la matière est positive. C'est comme les deux plateaux d'une balance. Plus il y a de matière, plus le champ gravitationnel qui l'attire devient intense. Et leur somme reste toujours égale à 0. On peut comparer cela au fait de creuser un trou dans un terrain plat. Pour former un tas de sable, la matière, il faut creuser un trou, la gravité, d'un volume exactement équivalent. Du point de vue du relief, ce n'est plus une surface plane, mais un ensemble de monticules et de creux profonds. Autrement dit, notre univers ressemble à ce monticule, et il existe parce que, quelque part dans sa structure, se trouve un creux gravitationnel qui l'équilibre. Revenons maintenant aux fluctuations. Si les propriétés du champ permettent de maintenir pendant un certain temps une densité d'énergie presque constante, alors une expansion exponentielle, appelée inflation, se déclenche. L'espace se dilate à une vitesse si vertigineuse que même la lumière semble avancer comme un escargot. Une région infime s'étend alors jusqu'à atteindre des dimensions cosmologiques. Et c'est précisément à cet instant que tout s'est mis en mouvement. L'énergie du champ d'inflation commence à se transformer en particules réelles. Cela se produit à peine 10 exposant moins 32 secondes après la naissance de l'univers. L'espace se remplit de quarks, de leptons et de photons, et l'univers devient extrêmement chaud et dense. C'est le début de la phase que nous appelons le Big Bang chaud. Les températures sont si élevées que matière et antimatière naissent par paires avant de se détruire mutuellement presque immédiatement. C'est l'annihilation. L'univers ressemblait alors à une soupe bouillonnante mêlant énergie et particules élémentaires. C'est au cœur de cette phase extrêmement violente que les premiers constituants des atomes, les quarks, apparaissent. Les quarks sont les particules fondamentales qui composent les protons et les neutrons. Dans des conditions ordinaires, les quarks ne peuvent pas exister isolément. Lorsque l'univers se refroidit jusqu'à une certaine température, les quarks ne peuvent plus nager librement. Ils s'assemblent alors par groupe de 3 pour former des états stables.
Cette liaison est assurée par l'interaction forte, dont les particules médiatrices sont les gluons. C'est ainsi que naissent les protons et les neutrons. Ce processus est appelé confinement. L'interaction forte maintient littéralement les quarks enfermés à l'intérieur des protons et des neutrons. Il existe un fait particulièrement intéressant. La majeure partie de la masse du proton ne provient pas de la masse des quarks eux-mêmes. Ceux-ci ne représentent que quelques pourcents. L'essentiel de la masse provient de l'énergie de l'interaction forte. Autrement dit, elle résulte de la dynamique du champ de gluons qui lie les quarks à l'intérieur du proton. Revenons toutefois à cette fluctuation si particulière. Il faut plusieurs minutes, une durée qui paraît presque éternelle, pour que la température de l'univers baisse suffisamment et que protons et neutrons commencent à former les noyaux des éléments légers. C'est ainsi que naissent les noyaux d'hélium et de deutérium. Mais il est encore trop tôt pour que des atomes se forment. Il faudra 380 000 ans de refroidissement pour que les électrons puissent se lier au noyau. Et enfin, les premiers atomes neutres apparaissent, rendant l'univers transparent à la lumière. Nous sommes le produit d'une imperfection. Dans cette construction grandiose de la matière, il existe un fait dont on parle rarement. Pourtant, il est absolument stupéfiant. Lorsque les premiers atomes sont enfin apparus, ils se sont révélés stables. À première vue, cela semble aller de soi, mais ce n'est absolument pas le cas. Car pour que les atomes existent, de nombreuses conditions complexes doivent être réunies simultanément. Premièrement, l'interaction forte doit être suffisamment puissante pour maintenir solidement les quarks à l'intérieur des protons et des neutrons. Si elle était ne serait-ce qu'un peu plus faible, les protons n'existeraient pas et aucun noyau atomique ne pourrait se former. Deuxièmement, la force électromagnétique ne doit pas être trop intense. Les protons au sein du noyau se repoussent mutuellement. Si cette répulsion était légèrement plus forte, même les noyaux les plus simples se désagrégeraient. Troisièmement, la masse de l'électron joue un rôle essentiel. Si elle était trop grande, les électrons tomberaient dans le noyau. Si elle était trop faible, les atomes deviendraient instables et la chimie serait totalement différente. Il s'avère que la combinaison des constantes fondamentales se situe dans une plage extrêmement étroite, permettant aux atomes d'exister pendant des milliards d'années. Mais n'allons pas trop loin dans cette direction. La question du réglage fin de l'univers et des raisons pour lesquelles il semble si précisément ajusté a déjà été largement abordée. Contentons-nous de souligner ici que, du macroscopique au microscopique, l'univers est construit avec une précision remarquable à tous les niveaux. Et bien sûr, l'univers est livré avec une garantie constructeur très généreuse. Même dans les conditions extrêmes du modèle du Big Rip, il est conçu pour fonctionner au moins 20 à 30 milliards d'années. D'ailleurs, selon de nombreux modèles, la durée de vie de la matière dans l'univers pourrait atteindre l'incroyable valeur de 10 exposant 100 ans. Cependant, cette histoire des atomes comporte un autre point essentiel. Durant les toutes premières secondes, l'univers était presque entièrement rempli de lumière. La matière et l'antimatière s'annihilaient en permanence, se transformant en photons. Alors pourquoi tout ne s'est-il pas entièrement converti en photons ? La réponse se cache dans un déséquilibre infime. Bien que la cause ne soit pas encore totalement élucidée, la matière était légèrement plus abondante que l'antimatière. Il existait environ une particule en surplus pour 1 milliard de paires. Lorsque les paires se sont annihilées, ce minuscule excédent est resté. Les galaxies, les étoiles, les planètes, les êtres humains, tout ce qui nous entoure provient de ce faible reste. Ironiquement, la matière n'est pas l'état dominant de l'univers. Nous ne sommes tous que de minuscules fragments subsistant après d'innombrables annihilations. C'est donc aussi un excellent exemple montrant qu'une perfection absolue peut devenir néfaste. Sans cette imperfection, sans ce léger déséquilibre, la matière, et nous-mêmes avec elle, n'existerions tout simplement pas. Quand les atomes disparaissent. De tout cela découle une conclusion fascinante. Si l'univers a commencé comme une fluctuation quantique, si la masse du proton est principalement l'énergie du champ de gluons, et si la matière est le vestige d'une symétrie imparfaite, alors la matière n'est pas la base solide de la réalité que nous imaginons. En réalité, elle n'est rien de plus qu'une structure stable formée par des champs quantiques. Une forme d'énergie figée, une instabilité stabilisée.
Ainsi, les atomes eux-mêmes ne peuvent pas être considérés comme les constituants fondamentaux de l'existence. Ils ne sont que des dynamiques quantiques figées. Mais une question se pose alors. À quel point cette dynamique est-elle réellement stable ? Nous avons tendance à considérer les atomes comme des structures presque éternelles. Les roches existent pendant des milliards d'années et les étoiles brûlent durant des milliards d'années. Même les protons au cœur des noyaux semblent parfaitement stables. Pourtant, pourquoi la physique ne nous garantit-elle pas leur éternité ? Commençons par l'élément le plus fondamental, le proton. Le proton est considéré comme une particule stable. Dans toute l'histoire des observations, nous n'avons jamais constaté sa désintégration. Les expériences suggèrent que sa durée de vie pourrait dépasser 10 exposant 34 ans. Cela représente des milliers de milliards de fois l'âge actuel de l'univers. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit infinie, n'est-ce pas ? Cependant, certaines théories de grande unification prédisent malgré tout que le proton finit par se désintégrer. Si c'est le cas, alors la matière elle-même possède une durée de vie. Après 10 exposant 34 à 10 exposant 36 ans, les protons commenceraient progressivement à disparaître. Les atomes se désintégreraient et la matière cesserait d'exister sous la forme que nous connaissons. Fait intéressant, différents modèles cosmologiques proposent des scénarios variés pour l'avenir de l'univers. Dans de nombreux modèles, l'expansion de l'univers se poursuit indéfiniment. Les étoiles s'éteignent et les galaxies deviennent de plus en plus dispersées. Les trous noirs finissent par s'évaporer sur une durée vertigineuse de 10 exposant 100 ans. Alors, que se passe-t-il ensuite ? L'univers devient presque uniformément vide et sa température se rapproche du zéro absolu. En pratique, il atteint un état étonnamment proche du vide quantique. Autrement dit, l'état d'énergie minimale des champs. Peut-être que tout retourne à cet état initial d'où tout a commencé. Et ensuite, que se passerait-il ? Une nouvelle fluctuation singulière apparaîtrait-elle, donnant naissance à un nouvel univers ? Une question fascinante, mais fondamentalement dénuée de sens et sans réponse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager avec vos amis. Merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.